Merci beaucoup pour cette invitation, cher maître. Alors, c'est souvent difficile de prendre la parole après une idée comme le docteur Kempta. Je vais essayer de faire ce que je peux avec le temps qui me reste. Alors, observons bien ces deux images sur le tableau. Celle qui est à droite, où il y a une flexion du rachis cervical pour observer son téléphone. Cette image nous rappelle nos pratiques quotidiennes. Observons la première qui est à droite, qui est une très bonne posture que l'on devrait adopter pour parfaire son ergonomie. Je vais entrer dans le plan. Nous parlerons d'une introduction, des conséquences du manque d'ergonomie, la prévention et une conclusion. Alors l'histoire. L'ergonomie, historiquement, est entrée en usage en 1950. Avant 1950, on ne parlait pas d'ergonomie. On parlait de terrorisme en fait. Il fallait travailler en chaîne. Et le premier objectif étant d'augmenter la productivité par l'aspect physiologique. Il fallait qu'on prenne de la physiologie pour maximiser le rendement de l'homme. Pendant les années 60, il y a eu un glissement progressif de la productivité vers la sécurité. On disait maintenant que lorsque l'homme produit, il faudrait quand même que celui-ci soit en sécurité. Donc les deux allaient ensemble en fait. La méthodologie de la mise en visibilité du travail via la sécurité du travail. La prise en considération de la part mentale. L'approche psychologique sur la charge mentale. Également la prise en compte récente de la charge émotionnelle sur l'ergonomie. Alors, ergonomie du grec, ergonomos, ergon qui veut dire travail, et nomos qui veut dire règle, la loi. Alors, j'ai emprunté quelques définitions sur la littérature que j'ai posées là. Le premier, c'est ergonomie qui se définit comme une multitude de disciplines ayant pour objet l'étude spécifique de l'homme, de l'humain, qui vient des terroristes. La seconde définition, c'est l'ergonomie comme discipline scientifique qui vise à la compréhension fondamentale des interactions entre les humains, les autres composantes d'un système d'application, des méthodes, des théories et des données pour améliorer le bien-être des opérateurs humains et de la performance. Cette définition de Room et Zhao de 2018, je l'ai trouvée complexe parce qu'il y a trop de choses et on peut se garer dans cette définition. La troisième est celle que j'ai trouvée un peu acceptable, qui est celle de Alain Wisner, qui dit que c'est l'ensemble en fait, des connaissances sur l'homme en activité nécessaire pour concevoir des installations, des outils, des systèmes, pour qu'il puisse travailler avec un maximum de sécurité, confort et efficacité. Je me suis donc basé sur ces trois définitions pour donner quelque chose de sobre, de compréhensible que nous puissions retenir. L'ergonomie étant deux choses, l'information et la formation. L'information sur son poste de travail et la formation comment travailler mieux, étant efficace et en sécurité sur son poste de travail. Alors, l'absence d'ergonomie mène à quoi? La première des choses, c'est que nous développons des troubles musculo-squelettiques. J'ai voyagé avec un ami de longue date pour Londres. Dans l'avion, on s'est rencontrés. Il était d'un côté, j'étais d'un côté. Pendant que nous discutions, il avait toujours la tête comme ceci. Durant tout le vol. Pendant les 7 heures de vol, lorsque nous sommes arrivés, je lui ai dit, tu m'appelleras demain pour me dire que tu as mal au côté opposé du corps. Parce qu'en fait, il a surutilisé, comme ce que nous faisons tout de suite, nous surutilisons le côté du muscle. Et du coup, il y a un autre côté qui est lésé. Ça cause un déséquilibre musculaire entre l'agoniste et l'antagoniste. Les TMS ont un lien direct avec l'ergonomie. Ce n'est plus à démontrer. Plusieurs études de la littérature le démontrent. Les TMS résultent également d'un déséquilibre entre l'agoniste et l'antagoniste musculaire. Les sollicitations et contraintes auxquelles ils sont exposés, ils peuvent apparaître rapidement. On n'a pas besoin de rester avec en latéroflexion pendant 1 heure. Juste pendant 30 minutes, l'autre côté du cou se sent lésé parce qu'on a mis un muscle en suractivité. Toutes les activités peuvent entraîner à leur apparition, même la posture assise. Si nous sommes mal assis, avec une rotation du rachis, on fait souffrir certains vertèbres de notre dos. Plusieurs TMS deviennent chroniques et ou inscrits au tableau de maladies, comme l'a dit le docteur Kempta tout à l'heure. Alors, de nombreux mots qui impliquent les mots. Les facteurs favorisant les troubles musculo-squelettiques, je les ai mis en 5 groupes. Il y a les facteurs biomécaniques, dont la surutilisation d'un muscle exagéré. Le second facteur, c'est le facteur psychosociaux, qui repose sur la façon dont la tâche est aperçue. Si un étudiant voit comme étudier comme un fardeau,
il donne porte ouverte aux maladies TMS. Autre facteur, c'est le facteur organisationnel. On n'attendra pas la dernière jour de composition pour essayer d'apprendre. Non, vous risquez de développer les TMS. Autre facteur, c'est le facteur individuel. Il y a l'âge qui joue, il y a la précarité. Un étudiant qui n'a pas bien mangé, comme l'a dit mon cher le professeur Zambou, impérativement, ça peut jouer sur ses performances. Il y a également la fragilité et autres pathologies citées. Il y a le facteur environnemental. Lorsque vous étudiez dans un environnement où la température n'est pas adéquate, il y a trop de bruit, il y a des bars à côté, il y a des boîtes à côté, impérativement, vous pouvez ne pas devenir efficient. Alors, nous retournons sur cette image. Sur cette image, nous voyons que les troubles musculo-squelettiques peuvent être en deux gros compartiments. Le premier compartiment, c'est l'atteinte musculo-tendineuse. Le second compartiment, c'est l'atteinte ostéo-articulaire. Et les principaux symptômes, ça commence comment? Ça commence par ceci, la fatigue localisée d'un côté du cou. On se met régulièrement à masser un côté du cou ou à faire régulièrement les gestes de la tête pour essayer de compenser ce qu'on a perdu lorsqu'on surutilisait un côté du muscle. Il y a la lourdeur, il y a l'inconfort, il y a l'engourdissement, il y a les picotements, il y a les crampes, il y a la maladresse, il y a les douleurs, il y a les raideurs, il y a les mouvements répétés, genre comme ça, régulièrement. Il y a les limitations fonctionnelles, parfois des rougeurs et des gonflements. Alors, le duo information et formation. L'information sur le risque des TMS est très importante, comme ce que nous faisons aujourd'hui. Autre chose, c'est la formation. Les bons gestes devant son poste de travail sont importants. La bonne posture, l'équilibre musculo-squelettique entre l'agoniste et l'antagoniste, organiser son travail d'étude par priorité et par période, ne pas attendre le dernier jour. La bonne posture devant l'ordinateur, chaises et tables adaptées à la bonne hauteur. La manipulation de son téléphone avec la tête en posture neutre, c'est-à-dire comme ça. Logiquement, c'est le téléphone qui doit venir vers nous et non nous aller vers le téléphone. Parfois, quand nous voyons les gens manger à table, c'est eux qui suivent la cuillère, au lieu que la cuillère se rapproche au maximum de leur bouche. C'est aussi de l'ergonomie. Faire des courtes pauses, s'étirer régulièrement, laisser un temps de loisir. On ne devrait pas se mettre la pression exagérément. Le cerveau a besoin d'un temps pour récupérer. Les activités physiques également permettent de régler parfois le déséquilibre et la mauvaise ergonomie qui empêche les TMS de s'installer ou de progresser. Alors, je conclue sur ces deux images. Lorsque nous avons la tête neutre en zéro, on ne risque pas d'avoir les troubles musculo-squelettiques. Mais combien le font ou l'ont déjà fait? La seconde image, lorsque nous avons la tête en flexion de 15 degrés, la tête qui pèse à la base 5 kg pèse 12 kg. Pas 12 kg sur le rachis cervical, mais 12 kg sur les cervicales C3 et C4 qui permet de faire une flexion de la tête et une extension. Vous voyez que nous lui imposons une charge de 15 kg, de 12 kg autant pour moi. La troisième image en bas, c'est 30 degrés. Lorsque nous y allons, nous imposons une charge de 18 kg à deux disques, les C3 et les C4. Lorsque nous évoluons à 60 degrés, là c'est la cata. En fait, la plupart d'entre nous, voilà comment on regarde le téléphone. Comme si on avait les choses à cacher en fait. Donc là, nous imposons 27 kg, pas au rachis cervical, je répète, mais au disque cervicaux C3, C4 et C2 également. Donc, je vais m'arrêter ici, vous disant merci pour votre attention.